Le DRS qualifié de faux comme un boxeur avec une main dans le dos. Qui a dit cette connerie? Eddie Jordan, putain, mais Eddie, oh là là. Alors c'est triste qu'il a un cancer, mais malheureusement j'ai l'impression que ça lui monte à la tête. Alors David Coulthard, toujours présent dans le podcast, est partiellement d'accord avec Eddie Jordan. Il évoque le Grand Prix du Brésil qui s'est déroulé sans DRS. Ouais, mais sur la pluie c'est complètement différent. Sur le sec, enfin, c'est plus facile de dépasser sous la pluie, quoi. T'as plusieurs trajectoires en général. Je pense personnellement que très souvent le DRS est trop efficace pour permettre aux gens de dépasser. Et avant, il y avait une règle anticipation pour réussir un dépassement et avoir l'opportunité de le faire. Je serais donc tout à fait favorable à une réduction de l'effet du DRS. Ah bah, c'est pas sur ce sur quoi on se dirige avec le nouveau règlement. Eddie Jordan, quant à lui, s'est montré plus féroce. Tout ce qui est artificiel, tout ce qui est faux, tout ce qui est mis à la place de l'histoire qui se déroule d'une manière vraie, dramatique et honnête et correcte, à mon avis, est faux. Le DRS est fondamentalement fake. C'est fake! Nous avons assisté à une course scandaleuse au Brésil. Supposons que Norris parte. Supposons qu'il prenne l'avantage au début de la course au 13e tour, il n'a pas encore franchi la barre des 1 seconde. Et ce ne peut pas être Oscar Piastri, mais disons que ça pouvait être n'importe qui d'autre, disons Charles. Il est assez proche de lui, il a le DRS. Il arrive en trombe en haut de la colline et soudain, bang, il est passé. Pour moi, ce n'est pas un combat, ce n'est pas un combat. Bah, c'est pas un combat, c'est une stratégie d'obtenir le DRS et de rattraper la voiture. Bon, sur certains circuits, il n'est pas si efficace que ça, le DRS. Après, sur d'autres, avec des grosses lignes droites, oui. Après, n'oublions pas quand même que s'il n'y avait pas le DRS, la F1, il y aurait zéro dépassement en fait. Même maintenant, vous avez vu la taille des voitures, quoi? Pensez vraiment qu'il y aurait des dépassements? Il n'y aurait pas zéro dépassement, mais ce serait très difficile de se doubler, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut être réaliste aussi. C'est comme si un boxeur a une main attachée dans le dos, c'est un avantage injuste. Je suis d'avis que si vous ne pouvez pas le faire de manière juste et équitable, ce que nous devrions tous faire à votre époque, David, pourquoi punir un bon pilote en lui cédant juste une place? Parce que cette règle est stupide, le DRS est en jeu. Je suis pas en faveur de cette règle. Je suis vraiment désolé, vieux jeu, appelle-moi comme tu veux. Ouais, un peu vieux jeu, peut-être, les deux là. Bah, c'est une génération, une autre génération des années 80-90, quoi, donc... Enfin, ils sont nés avant, mais ils ont officié en Formule 1 dans ces années-là, donc au final, ils ont connu une F1 totalement différente. Moi, je suis pas d'accord avec eux, pour moi, le DRS, c'est quand même important, mine de rien. Par contre, je sais pas ce que ça va donner avec les ailerons mobiles et tout en 2026. Ça va être assez particulier, on verra. Lawson parle de sa course de F1 préférée jusqu'à présent avant de rejoindre Red Bull. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Liam Lawson, sur son fait marquant en 2024? Je pense qu'Austin était vraiment cool, mais début en tant que pilote principal, le fait de pouvoir faire rouler mon propre numéro sur la voiture, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi. Venir de l'arrière aussi, faire une course vraiment cool, marquer des points, c'est probablement ce qui m'a le plus marqué. C'était intense de tripler pour finir la saison, triple leader donc, pour commencer et finir la saison pour moi. C'est toute ma saison jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait de course complète, de saison complète, alors je vais entamer l'année prochaine ma première saison complète. Ce sera probablement assez similaire, apprendre de nouvelles pistes, essayer d'être à la hauteur le plus rapidement possible. Bah surtout, ouais, tu auras un gros défi, c'est d'être chez Red Bull à côté de Verstappen, mon pauvre Lawson, donc attention, bonne chance à toi. Là, tu auras plus de pression, en plus. Donc là, on va voir comment il réagit sur la pression. J'espère qu'il va donner la vie dure à Verstappen, qu'il va pas se laisser faire, qu'il va pas se faire sa serpillière comme a pu le faire Perez, par exemple, et qui va mettre un peu d'agressivité dans tout ça. Le petit Liam, on va le soutenir en tout cas face à la raclure hollandaise. Verstappen partage son point de vue sur les femmes en Formule 1. Qu'est-ce qu'il a à dire d'intéressant? Selon lui, il est difficile pour les femmes d'accéder à la F1 car le pourcentage qui y parvient est très faible. Je crois personnellement qu'elles doivent courir contre n'importe qui et pas seulement contre des femmes. Si vous voulez une comparaison équitable, elles doivent courir contre des hommes parce que c'est aussi ce qu'elles feront en F1. Si vous voulez atteindre le sommet, vous devez élever le sommet. Ouais, ça me paraît cohérent. Un peu d'accord avec ça. Moi, ce que je reproche à la F1 Academy, déjà, c'est qu'il n'y a que des femmes et les voitures sont trop lentes. Parce que des F4, désolé, mais c'est pas ça qui va te préparer à la Formule 1. Non, à bout d'un moment, à la rigueur des F3, un peu boosté, peut-être que ça... En fait, il faudrait une espèce de F2.5 avec des voitures un peu modifiées, pas des F2, mais peut-être un peu en dessous quand même, mais un peu plus rapide que des F3 en fait. Avec une aéro un minimum travaillé et une puissance moteur donc un peu décuplée de ce qu'elles ont là. Déjà, ça pourrait être mieux. Et pourquoi pas mettre quelques hommes aussi pour combler... parce que c'est vrai qu'il y a 16 voitures, ou 15, je crois, sur la grille de F1 Academy, c'est nul. Il n'y a pas assez de concurrents, quoi. C'est vrai qu'au final, Abby Pouling, on ne sait pas vraiment le niveau qu'elle a. Elle a gagné le championnat, mais au final, bon... est-ce qu'elle est si forte que ça? J'ai des doutes, quand même. Bref, un jour, peut-être, une femme en F1. En vrai, à court terme, en moyen terme, ça va être compliqué, quand même. Allez, peut-être dans 20-30 ans. Ciao. Horner révèle pourquoi il n'a jamais été question de prendre Alonso chez Red Bull.
Oula, les fans d'Alonso vont pas apprécier, je pense. Nous voulions conclure un contrat de 2 ans. Il était prêt à signer que pour 1 an. Alors, là, c'est... Ah oui, d'accord. À la fin de la première période d'Alonso chez McLaren en 2008, Horner se souvient avec émotion du voyage à Madrid. Nous étions convaincus qu'il avait un contrat avec Ferrari dans sa poche arrière à ce moment-là. On n'avait donc pas pu conclure l'accord. Non mais là, regardez, juste. En fait, Alonso voulait aller chez Red Bull en 2009. Parce qu'il savait qu'en 2010, il allait chez Ferrari. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, c'est con, parce qu'en 2009, la Red Bull jouait les victoires quand même. Hein. Et au final, il s'est tapé une Renault de merde en 2009 encore. Une bouse énorme. Il aurait pu... Enfin... À la limite, il aurait pu négocier avec Ferrari pour arriver en 2011 seulement, quoi. Je sais pas si ça aurait été possible, mais bon. Alonso n'a pas réussi à terminer au-delà d'une décevante 9ème place au championnat du monde lorsqu'il courait chez Renault en 2009 avant de partir chez Ferrari en 2010. S'il était venu chez nous en 2009, les choses auraient pu être différentes. Et même au milieu de la saison 2009, il était convaincu qu'il, s'il montait dans notre voiture, il pourrait encore gagner le championnat cette année-là. Ouais, mais bon, voilà, il a fait un choix de... Là, encore une fois, voilà, choix de carrière dégueulasse de la part d'Alonso. Je me souviens de l'avoir rencontré avec Adrian Newey à l'arrière d'une voiture de location à l'aéroport de Spa, je crois que c'était vers 2011 ou 12, à propos d'un passage chez Ferrari, mais une fois de plus, une collaboration ne s'est pas concrétisée. Horner a également révélé qu'Alonso et Red Bull ont eu des discussions au début de l'année pour courir pour l'équipe autrichienne. Dès le début de cette année aussi, donc c'était incroyable la longévité qu'il a eue, la compétitivité qu'il a eue, les statistiques qu'il a, le talent, etc. Il aurait dû gagner plus que ça. Bah oui, mais bon, encore une fois, on critique ses choix de carrière, hein, plus que son talent en fait, et puis son caractère aussi toxique envers les équipes dans lesquelles il a été. Bon, chez Aston, il se tient à peu près à carreau parce que derrière, il y a le patron, le patron qui a son fils aussi comme équipier, donc voilà. Enfin, il a Lance Stroll, le fils du patron, comme équipier, c'est ça que je veux dire. Mais bon. Au final, Red Bull Alonso, ça s'est jamais fait, ça se fera jamais, au final. Ça aurait pu se faire, mais c'était pas écrit que ça allait se faire. C'est comme ça. Une bonne nouvelle pour Lewis Hamilton, Ferrari a réussi le crash test avec la voiture 2025, l'équipe est sur la bonne voie. Selon Motorsport, Ferrari a réussi les tests de collision statique et dynamique avant même Noël. Il semble que l'équipe italienne ait atteint tous ses objectifs avant la présentation de sa voiture à Furano le 19 février, un jour après que toutes les équipes aient présenté leur livret à l'O2 Arena de Londres. Les essais hivernaux devraient commencer une semaine plus tard. Bon, après, Vasseur, voilà. Tout le monde sera agréé sur la même situation à un moment donné en 2025, nous devons prendre une décision pour basculer en 2026. Bon, ça, on est au courant, effectivement. Voilà, donc bonne nouvelle pour Lewis, on verra ce que ça donne. Cette Ferrari, j'espère qu'elle sera plus jolie que celle de 2024 au niveau de la livrée aussi. Mike Rack n'est pas satisfait du développement d'Aston Martin, il trouve même ça... Enfin, il trouve ça inquiétant, il n'est pas heureux de tout ça, quoi. Nous avons fourni des résultats inférieurs aux attentes, nous ne pouvons pas être satisfaits de la façon dont la saison s'est déroulée. Nous restons P5, mais si le championnat avait commencé en été, nous n'aurions pas terminé P5. Je pense que dans l'ensemble, nous devons réfléchir à la saison et le voir d'un œil très critique. Ouais. Bah, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans les pilotes aussi, hein. Bon, Alonso, ça va, mais Stroll, c'est un boulet pour l'équipe. Il n'arrive pas à développer la voiture. Tout repose sur Alonso, en fait, dans cette équipe. Et c'est pas normal, en fait. Pour moi, Stroll est un des maillons faibles de cette équipe. Bon, il n'y a pas que lui. Hein. Le développement n'est pas bon aussi. Maintenant, 2025, ça sera une année de transition, je pense, pour cette équipe. Ils vont pas faire de miracle, hein, clairement. Ils vont tout miser sur 2026 avec le moteur Honda qui va arriver, en plus. Fernando va retrouver son GP2 engine. Il va être content. Espérons pour lui que cette fois le Honda marche bien. Bon, attention, Aston, ils viseront la 5ème place en 2025 comme en 2024, à mon avis, ils feront pas mieux. Peut-être que quelques coups d'éclat s'il y a des courses sous la pluie un peu folles, mais je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autant.